Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1. Bonjour David Doucan. Bonjour. Vous recevez ce matin la ministre des Armées Sylvie Goulard. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Bonjour Sylvie Goulard et bienvenue. Alors c'est votre première interview en tant que ministre des Armées. On a donc énormément de questions à vous poser. Mais d'abord, un élément d'actualité. Vous rentrez tout juste de Bruxelles. Vous étiez au sommet de l'OTAN. Vous avez participé au déjeuner entre Emmanuel Macron et Donald Trump, le président des États-Unis. Les communicants de l'Élysée nous disent ambiance cordiale, formidable, très bonne atmosphère, discussion à bâton rompu. On a du mal à y croire tant les sujets de discorde sont nombreux. Est-ce que vous confirmez cette version ? Non, je confirme tout à fait. Honnêtement, il y a eu une discussion approfondie qui est tout à fait d'ailleurs, je dirais, dans le style d'Emmanuel Macron, qui essaye toujours de discuter à peu près avec tous les interlocuteurs. Et je dois avouer que Donald Trump a montré un vrai intérêt, à la fois peut-être une curiosité pour ce qui s'est passé politiquement en France, mais aussi un intérêt pour la discussion. Je pense qu'il est lui-même, vous savez, dans une phase où il découvre, où il approfondit, et nous avons des sujets d'intérêt commun comme la lutte contre le terrorisme, il y a des sujets comme le climat sur lesquels nous pouvons avoir des divergences. Mais c'est en tout cas... Il est heureux que les deux dirigeants de ces deux pays, vu notre destin commun, soient en tout cas en capacité de se parler. Vous dites qu'il a été passionné par ce qui s'est passé politiquement en France. On nous raconte qu'il aurait assuré Emmanuel Macron du fait que non, Marine Le Pen n'avait pas les faveurs de Donald Trump pendant la campagne. C'est vrai, il lui a dit ça ? Factuellement, il a indiqué qu'elle s'était rendue dans la Trump Tower, qui est son immeuble à New York, sans être reçue par lui, ce qui, je crois, avait d'ailleurs été dit à l'époque. Oui, mais on nous dit qu'il aurait dit à Emmanuel Macron « You were my guy ». En anglais, ça veut dire, on peut traduire par « vous étiez mon favori ». Ah ben, j'ai pas dû comprendre. Vous n'avez pas entendu cette phrase ? Bon, vous étiez peut-être un peu éloigné au niveau du placement à table. Alors, parlons du fond sur ce sommet de l'OTAN. Donald Trump vous a fait la leçon. On avait le professeur Trump devant les 28 autres chefs d'État réduits à l'état d'élèves punis. Vous ne payez pas assez, ce sont les États-Unis qui assument la charge financière de la défense du monde libre. Vous lui répondez quoi ? Bon, d'abord, la plupart des dirigeants lui ont répondu que l'engagement a été pris déjà depuis 2 ans d'augmenter les budgets de la défense en Europe. Je crois qu'il faut faire la part des choses dans ce que dit Donald Trump. Il y a un vrai enjeu pour nos concitoyens qui est d'assurer leur sécurité dans un monde qui est très incertain. Et je crois que nos générations, nous avons vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une espèce d'espace dans lequel, bien évidemment, au moment de la guerre froide, il y avait des tensions avec l'Union soviétique, mais dans lequel nous étions à peu près tranquilles, si j'ose dire. Nous croyions que la paix s'était acquis pour toujours. Ça commence à remonter, cette période-là. Oui, mais il est vrai que l'investissement des Américains dans la défense du continent européen a été continu et importante. Ils payent à peu près 70% du budget de l'OTAN, qui n'est pas évidemment le budget de toutes les armées, de tous les pays qui y sont. Je crois qu'il faut aussi expliquer aux auditeurs que c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, leur effort a toujours été considérable. Et pour les Français, qui se sont toujours battus pour une défense européenne autonome, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser comme aiguillon positif, parce que ça va amener des pays qui peut-être ont été très réticents à prendre des décisions qui vont nous aider, notamment, je signale qu'une des choses qui a été dite dans cette discussion, c'était Madame May, la Première ministre britannique, qui a parlé de l'attaque terroriste qu'ils ont subie, notamment, par exemple, pour lutter contre le terrorisme. Oui, alors nous aussi, nous avons des efforts à accomplir. En gros, vous dites, Donald Trump n'a pas entièrement tort. Ça nous amène à votre mission, à vous, peut-être pour les 5 prochaines années. Promesse de campagne du candidat Macron, aujourd'hui président de la République, porter le budget de la défense à 2% du PIB. Promesse qui sera tenue. Vous en prenez l'engagement ce matin ? Écoutez, le président l'a redit, c'est pas le ministre des Armées qui fait la loi de finances tout seul. Il y a un parlement. Vous pourrez défendre cette augmentation du budget. Bien entendu, nous défendrons premièrement le besoin d'équipement de nos propres troupes. Nous étions avec le président de la République au Mali la semaine dernière. Nous avons vu dans quelles conditions extrêmes nos soldats agissent pour le compte de la République. Vous n'êtes pas sûr que l'objectif des 2% sera atteint ? Vous savez, dans la vie, l'objectif des 2%, c'est 2025. Je m'y emploierai de toutes mes forces et je crois que, les militaires aimeraient que ce soit plus rapide, 2018, 2019. Ce sont les. Il y a une montée en puissance qui est prévue et il faut effectivement la soutenir. Nous allons faire une nouvelle loi de programmation militaire qui est un gros exercice dans lequel on analysera les besoins. Ce qui a été dit aussi autour de la table hier, très justement, c'est que vous avez les moyens financiers, puis après il y a ce que vous en faites. Il faut aussi acheter avec discernement les matériels qui sont ceux qui manquent le plus ou ceux qui sont le plus adaptés à certains types de guerre. Non, je prenais l'exemple du Mali parce que, vous savez, il faut voir comment les forces travaillent dans le désert par 45 degrés avec des matériels, par exemple,
aussi bien d'ailleurs hélicoptère que électronique, qui s'abîment énormément. Donc voilà, il faut mettre tout ça à plat, il faut le faire très sérieusement, mais la loi de finances est votée par le Parlement, la loi de programmation militaire aussi, et je travaillerai évidemment avec le ministre du Budget et d'autres. C'est un énorme effort qui est demandé à la nation et qui supposera peut-être aussi, évidemment, des réductions dans d'autres domaines, puisque la France est d'ores et déjà avec une dette considérable. Donc on retient que vous ne vous engagez pas ce matin devant nos auditeurs à ce que l'objectif des 2% soit tenu dans la durée du quinquennat. Vous nous dites, mais bonne gestion plutôt qu'augmentation des budgets. Je ne vois pas. Franchement, votre question est étrange parce que je ne vois pas. On a connu des promesses de campagne non tenues par le passé. Donc... Non. Mais justement, l'idée est de tenir cette promesse. Et je le répète. Je dis simplement que je suis trop respectueuse de la Constitution et des pouvoirs du Parlement et des prérogatives de mes collègues pour ne pas jouer à la ministre qui vient aujourd'hui faire des promesses qui, elle, pour le coup, ne seraient pas tenues. En mon nom, ça n'a pas de sens. C'est un travail gouvernemental. Alors, ça nous amène à une autre question, peut-être un peu coûteuse pour les armées dont vous avez la charge, c'est le service militaire. Là encore, promesse de campagne. C'est 15 milliards d'euros en infrastructure, 2 milliards d'euros de fonctionnement chaque année. Ce sont en tout cas les estimations du candidat Emmanuel Macron à l'époque de la campagne. Vous considérez toujours que c'est une bonne idée, la mise en place de ce service militaire sur un mois par classe d'âge? Je crois effectivement. Je crois qu'il faut d'abord clarifier les choses pour les auditeurs. Pendant la campagne, Emmanuel Macron a parlé d'un service national qui concernerait tous les jeunes. Mais dont il a bien dit qu'il faudrait qu'il fasse l'objet, que le projet doit être affiné. Et ce projet, il doit être affiné de manière interministérielle, parce qu'il ne concerne pas que la défense. On ne va pas rétablir la conscription, ça n'est pas ça. L'idée, c'est de mettre ensemble tous les jeunes Français, garçons et filles, de ville et de banlieue et de campagne, de manière à ce qu'on leur donne une expérience qui soude la nation et qui permet peut-être à certains qui ne s'y sentent pas à l'aise de se sentir plus pleinement français, reconnus, avec des droits et des devoirs. Donc le fardeau de ce service national pourrait ne pas reposer uniquement sur le budget de la défense. Alors effectivement, il y a l'aspect budgétaire, mais il y a une autre chose, c'est-à-dire qu'il faut d'abord énormément réfléchir à ce que nous allons faire avec ces jeunes. J'ai moi-même des enfants de cette tranche d'âge. Je vois parfaitement que cette génération qui est hyper connectée, qui a d'autres manières de vivre, d'autres manières d'apprendre, on ne peut pas la traiter comme on pouvait traiter des soldats au XXe siècle. Ce n'est pas du tout ça le projet. Donc il va y avoir d'abord un travail sérieux qui va être fait, de manière à voir comment on peut au mieux mettre en œuvre les promesses d'Emmanuel Macron. Vous avez déjà une idée de la forme que pourrait prendre ce service national à ce stade, ou bien c'est vraiment le début d'une réflexion? Non, nous avons commencé, mais à ce stade, franchement, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Alors, parlons de cette fameuse task force anti-Daesh. Vous le répétez régulièrement, la menace terroriste est toujours aussi haute, à son maximum. On a vu les attentats terribles qui ont frappé le Royaume-Uni il y a quelques jours. Mais cette task force, on voit bien l'effet de communication. On a du mal à en percevoir les contours opérationnels. Vous avez des informations ? Oui, d'abord, moi je me méfie de ce genre de mots. Je crois qu'il faut parler aux auditeurs un langage qu'ils peuvent comprendre. Quel est le problème ? Le problème, c'est d'améliorer. Il y a déjà des rapprochements qui ont été faits entre les services du ministère de l'Intérieur et les services du ministère des Armées, entre les policiers et les militaires que les auditeurs voient dans la rue, qui patrouillent armés. On appelle ça l'opération Sentinelle. Et puis, il y a des remontées d'informations qui peuvent venir du terrain, des services de renseignement. L'idée, c'est d'améliorer la coordination. Parce que pour les Français, ce qui compte, c'est que leur sécurité soit assurée. Ce n'est pas que l'information arrive à travers un service qui est rattaché aux militaires ou un service de police ou par le biais de procédures judiciaires, c'est que toute l'information soit à la disposition du président de la République. Une coordination à ce stade, à vos yeux, imparfaite. Et donc, voilà, je vous ai dit qu'il s'est amélioré. Vous savez, on apprend, d'ailleurs, c'est ce que nous ont dit les Britanniques. J'ai vu mon homologue britannique. Nous échangeons sur comment chaque pays réagit quand il est frappé, de manière aussi à profiter, si j'ose dire, de l'expérience des autres. Et c'est dans cet esprit que nous voulons continuer. Vous savez, je ne suis pas du genre à dire que mes prédécesseurs n'ont rien fait, ce n'est pas la question, mais on peut peut-être encore faire mieux. On combat les terroristes, y compris sur le terrain, à l'étranger, en Syrie. Objectif Raqqa, les Américains disent l'offensive sur le dernier bastion de Daesh, c'est à la mi-juin. Vous confirmez ce calendrier ? Vous imaginez que, de toute façon, même si j'avais l'information, je ne la livrerai peut-être pas à l'antenne, ça ne serait pas très responsable. La France prendra sa part dans cette offensive. La France n'est pas au sol en Syrie, je crois que c'est important de le dire. La France est au sol en Syrie, tout le monde le sait. Pourquoi ne pas le dire ? Non. Une chose est nous avons des hommes sur place. Des forces spéciales qui font des opérations ponctuelles. Une autre chose est d'envoyer des forces de manière massive. Mais la France prend toute sa part à la coalition anti-Daesh. Nos avions sont présents. Et encore une fois, l'idée, même pour les Américains, est plutôt d'intensifier le dispositif actuel. Vous nous confirmez cependant que Raqqa est le prochain objectif sur la liste ?
Raqqa fait partie des objectifs, il y en a d'autres. Parlons un peu de vous, Sylvie Goulard, parce que c'est vrai, les Français, malgré tout, vous découvrent aussi dans ce début de quinquennat. J'ai regardé votre curriculum vitae. Vous avez fait 10 ans au Quai d'Orsay, vous avez participé aux négociations de la réunification de l'Allemagne, vous avez été chercheuse au Centre de recherche internationale, conseillère de Romano Prodi à la Commission européenne. Vous étiez fléchée pour être ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères. Que s'est-il passé ? Écoutez, d'abord, c'est le président de la République qui décide, donc c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Et il ne voulait plus de Jean-Yves Le Drian à la Défense ? Je crois que les choses ne sont pas de cet ordre-là. Je crois que, encore une fois, je l'ai dit, mais je le crois vraiment fondamentalement. Nous affrontons une menace qui est nouvelle, qui est le terrorisme, mais qui est aussi les cyberattaques, c'est-à-dire toutes les attaques qui se déroulent sur Internet, qui ont visé pendant la campagne à déstabiliser le pays. C'est un champ d'action absolument magnifique, dans lequel, si nous pouvons faire progresser la coopération européenne dans toutes ses formes, ça peut être bilatéral avec les Allemands, ça peut être quadrilatéral avec quelques pays, ça peut être au niveau de l'Union européenne, je crois que nous pouvons faire œuvre utile et je n'ai pas du tout le sentiment de déserter le camp européen. Certes, mais on nous explique que le président de la République voulait avoir la main sur la politique de défense. En gros, on nous dit les décisions stratégiques opérationnelles, c'est lui, la gestion, le recrutement, l'entraînement, c'est vous. Cette description de votre mission vous convient-elle ? D'abord, je crois qu'il faut toujours relire la Constitution. La Constitution dit clairement que le président de la République est le chef des armées. Mais il a besoin d'un ministre. Et rassurez-vous, je n'ai pas non plus la réputation d'être une potiche. Donc si ce que vous vouliez dire, c'était qu'on met une femme... Pas du tout. Parce que comme ça sera plus facile. Mais non, c'est pas ce que vous avez voulu dire. Ah non, pas jamais, du tout. Personne ne l'a dit. Pas du tout. Alors, non, puisque je ne crois pas qu'il y ait un problème de sexisme au sein, non, absolument au sein des armées je françaises. plaisantais un petit peu quand même, il ne faut pas... Très bien. Un dernier mot de politique intérieure. Est-ce que votre ami Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, peut rester au gouvernement avec l'affaire qui le concerne désormais, alors que la première loi de ce quinquennat est censée concerner la moralisation de la vie publique ? Est-ce que franchement c'est tenable ? Écoutez, moi ce que j'observe, c'est qu'on avait en France une zone grise très grande dans laquelle il y avait des choses qui étaient licites, qui n'étaient pas illégales, comme l'embauche de membres de sa famille au Parlement. Moi je n'ai jamais été au Parlement français, mais c'est pas possible au Parlement européen, c'est possible au Parlement français. C'est ce qu'a fait Richard Ferrand. C'était permis. Okay. Il a dit lui-même que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Il se trouve que la loi dont vous avez parlé, qui est en cours d'examen, qui est dans les mains du garde des Sceaux, va permettre de répondre à des interrogations tout à fait légitimes des Français. Mais je dirais qu'il faut clarifier les choses. Si la règle est claire, on peut reprocher ce genre de comportement. Jusqu'à présent, ça n'était pas interdit. Merci Sylvie Goulard d'avoir accordé votre première interview de ministre des Armées à Europe 1. Merci Madame la Ministre, merci David Doucan. C'était l'interview politique d'Europe 1.